À la fin de 1944, après une série de défaites militaires sur les deux fronts, le Troisième Reich se trouvait en position défensive, à la fois à l'est et à l'ouest. Face à ce panorama, Adolf Hitler conclut qu'il était nécessaire de changer de stratégie et de passer à l'attaque pour tenter de modifier le cours de la guerre. La priorité était, sans aucun doute, le front occidental, car l'alliance entre les puissances occidentales et l'Union soviétique se fragilisait rapidement. Une rupture de cette coalition pourrait changer le cours des événements, et la zone choisie pour mener cette attaque était une région située entre la Belgique et le Luxembourg, connue sous le nom des Ardennes. Le plan de Hitler pour les Ardennes était extrêmement audacieux. La stratégie consistait à mobiliser une armée imposante, composée d'environ 45 divisions stationnées derrière la ligne Siegfried, qui protégeait la frontière allemande, pour les lancer contre les lignes américaines le long du fleuve Meuse, dans le but d'atteindre le port d'Anvers. Si la première armée américaine était vaincue ou forcée à se retirer, l'étape suivante consistait à isoler la deuxième armée britannique au nord, dans la zone frontalière avec les Pays-Bas, en les piégeant dans une poche dont ils ne pourraient s'échapper qu'en se repliant vers la mer, comme cela s'était produit lors de l'invasion de la France en 1940. Si cette offensive réussissait, on pensait qu'elle permettrait à l'Allemagne de gagner le temps nécessaire pour produire ses armes secrètes, ce qui pourrait conduire à la victoire finale. Plus important encore, on espérait que la défaite des Alliés dans les Ardennes obligerait à reconsidérer leur alliance avec l'Union soviétique, car une chute dans cette région signifierait que l'armée rouge pourrait avancer vers l'Europe de l'Ouest, quelque chose que ni Londres ni Washington n'étaient prêts à permettre. Presque aucun des généraux de l'armée allemande ne considérait possible une offensive dans les Ardennes, reconnaissant que c'était une idée démesurée, alimentée par les fantasmes de Hitler, qui dirigeait le Troisième Reich depuis des années et montrait des signes évidents d'épuisement moral. Craignant que ses officiers ne s'opposent ouvertement à son projet, Hitler élabora un plan astucieux pour assurer leur conformité. Dans la nuit du 11 décembre, il convoqua les hauts commandants à une réunion secrète dans une zone isolée près de Francfort. À leur arrivée, les généraux furent surpris de se faire fouiller et dépouiller de leurs armes par des hommes des SS qui les montèrent dans un autobus aux fenêtres occultées. Le véhicule fit plusieurs tours pour les désorienter avant de les conduire rapidement au château de Ziegenberg, où ils furent emmenés dans un sous-sol, incapables de comprendre ce qui se passait. Une fois dans le sous-sol, les généraux furent obligés de s'asseoir sur des chaises, tandis qu'un garde des SS les surveillait, son arme prête à agir. À ce moment-là, une porte s'ouvrit et Hitler entra en souriant, avec une attitude confiante. Il commença à expliquer son plan d'offensive dans les Ardennes avec grand enthousiasme, louant la brillance de sa propre stratégie. Les généraux, humiliés et terrifiés par la situation, n'eurent d'autre choix que d'acquiescer et d'accepter ses paroles, sachant que leur survie en dépendait. Ils ne pouvaient pas risquer de s'opposer au Führer. À la fin de son discours, Hitler exigea que les généraux signent un document confirmant leur soutien et leur participation à l'offensive qu'ils préparaient. C'est de cette manière aussi inhabituelle et coercitive que fut planifiée ce qui serait la dernière grande offensive de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Une offensive que beaucoup savaient presque impossible, mais qu'ils furent forcés de soutenir en raison de la pression et de la peur. Pour mener à bien l'ambitieuse offensive sur le front occidental, le haut commandement allemand dut faire face à un défi logistique considérable. La décision de concentrer les forces dans les Ardennes obligea à détourner des troupes et des ressources du front de l'Est, impliquant le retrait de divisions entières. Début décembre 1944, des milliers de soldats et d'équipements de guerre commencèrent à se déplacer vers la frontière germano-belge, avec un impressionnant déploiement de plus de 10 000 wagons destinés au transport de troupes et de matériel militaire. Le mouvement s'effectua dans le plus grand secret, avec des mesures de sécurité extrêmes, comme l'utilisation de messagers pour éviter l'interception des messages et le transport nocturne de chars pour échapper à la reconnaissance aérienne. Même les vols de patrouille furent suspendus, permettant aux Alliés de ne pas détecter la concentration de forces. Sur le plan technologique, la Wehrmacht était mieux équipée que jamais auparavant dans le conflit, juste avant l'offensive des Ardennes. L'Allemagne disposait d'une armée bien approvisionnée en hommes, véhicules blindés et avions, ce qui lui donnait un avantage significatif. Les unités blindées, qui comprenaient les célèbres Stug, Panzer III, Panzer IV et Jagdpanzer,
furent renforcés par les imposants Tiger, Panther et le redouté King Tiger, considérés comme des machines de guerre redoutables. Hitler confia l'effort principal de l'offensive à ses formations d'élite des Waffen-SS. Le 6e armée Panzer-SS, sous le commandement de l'Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, fut désigné pour mener l'attaque dans le secteur nord, le plus critique, avec pour mission de percer jusqu'à Anvers. Cette armée blindée de la SS regroupait 2 corps Panzer-SS et concentrait certaines des unités les plus expérimentées et fanatiques du Reich. Le premier corps Panzer-SS, commandé par le Gruppenführer Hermann Priess, comprenait la vétérane première division Panzer-SS, Leibstandart Adolf Hitler, et la 12e division Panzer-SS, Hitlerjugend, soutenue par la 3e division de parachutistes de la Luftwaffe, la 12e division Volksgrenadier et la brigade spéciale Panzer 150. À ses côtés, le 2e corps Panzer-SS incluait la 2e division Panzer-SS Das Reich et la 9e division Panzer-SS Hohenstaufen, ainsi que d'autres unités de grenadiers et de Volksgrenadiers en soutien. Au total, 4 divisions Panzer des Waffen-SS participèrent à la bataille, formant le noyau blindé de choc de l'offensive allemande. Ces divisions SS, récupérées et réorganisées après les combats en Normandie et en Hollande quelques mois auparavant, furent réaffectées d'autres théâtres pour cet assaut décisif, témoignant du grand pari de Hitler sur ses troupes les plus loyales. La Luftwaffe jouait également un rôle clé, avec des avions tels que le Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction de combat, en plus des célèbres Bf-109 et FW-190, ainsi que des bombardiers Junkers Ju-88 et Heinkel U-111, et les terrifiants Stukas, qui restaient efficaces dans les missions de bombardement. En plus de leur impressionnante puissance aérienne et terrestre, les Allemands ont placé de l'artillerie lourde sur les collines des Ardennes, y compris des canons Flak de 88 mm et des lance-roquettes Nebelwerfer, capables de causer une grande dévastation. L'artillerie a également été déployée à travers des trains blindés Léopold, qui transportaient d'énormes pièces d'artillerie capables de tirer à de longues distances. Cependant, ce qui a vraiment fait la différence en termes de puissance de feu étaient les missiles V1 et V2, qui disposaient de rampes de lancement dissimulées dans les forêts, représentant une menace stratégique considérable. De plus, des innovations telles que le fusil d'assaut STG-44, qui changerait la guerre moderne, et les premières lunettes de vision nocturne, donnaient aux troupes allemandes un avantage encore plus grand pendant les offensives nocturnes. Ainsi, tandis que les Alliés sous-estimaient la portée de l'offensive dans les Ardennes, la Wehrmacht se préparait à lancer l'une des attaques les plus audacieuses de la guerre, avec un arsenal de nouvelles technologies et de tactiques de guerre avancées. Le plan était de rompre les lignes alliées, de s'emparer de ports clés et de changer le cours de la guerre sur le front occidental, le tout sous un voile de secret qui dura jusqu'à l'attaque elle-même. L'opération Wacht am Rhein, également connue sous le nom d'offensive des Ardennes, fut la dernière grande tentative de l'Allemagne pour changer le cours de la guerre sur le front occidental. Initialement prévue pour le 10 décembre 1944, l'opération fut retardée au 16 du même mois en raison des mauvaises conditions météorologiques attendues pour compliquer les opérations aériennes alliées. Le maréchal Gerd von Rundstedt, qui avait joué un rôle crucial dans la victoire allemande en France en 1940, fut désigné comme le principal commandant de cette offensive. Malgré son expérience, Rundstedt se montra sceptique quant au manque de carburant, car les réserves promises par Hitler étaient bien plus importantes que celles qui purent réellement être réunies, obligeant ainsi les forces allemandes à dépendre des fournitures capturées aux troupes ennemies. Le plan d'attaque allemand consistait en une offensive rapide de type Blitzkrieg, qui se développerait en 3 colonnes principales. La première, sous le commandement du général Hasso von Manteuffel, se dirigeait vers le centre des Ardennes, avec la 5e armée blindée divisant ses forces en plusieurs unités, y compris des divisions blindées et d'infanterie. La 2e colonne, dirigée par le général Joseph Sepp Dietrich, avancerait vers la région de Liège, utilisant également plusieurs divisions blindées et d'infanterie, dans le but de pénétrer rapidement les lignes alliées. Enfin, la 3e colonne, dirigée par le général Erich Brandenberger, prendrait le flanc méridional, avançant depuis le Luxembourg et se dirigeant vers les positions alliées.
l'offensive allemande fut soigneusement préparée, avec une armée composée de 200 000 soldats, 2 000 tanks, 1 900 canons et 3 000 avions. Cependant, malgré l'ampleur de l'opération, le manque de fournitures et le fort contre-attaque allié compliquèrent l'avancée des forces allemandes. Le mauvais temps favorisa initialement les forces de Hitler, permettant à l'offensive de surprendre les Alliés. Cependant, le manque de carburant et la difficulté à maintenir le rythme de l'attaque firent que, avec le temps, les forces allemandes se stagnèrent et furent contraintes de reculer, ce qui signa l'échec final de l'offensive. Malgré son ambition, l'offensive n'atteignit pas ses objectifs stratégiques. La résistance alliée, notamment celle des forces américaines, ainsi que l'arrivée rapide de renforts, stoppèrent l'avancée allemande, marquant le début de la fin de la guerre sur le front occidental. L'opération, bien que réussie initialement en termes de pénétration, se termina par un échec total, épuisant les dernières forces de la Wehrmacht et affaiblissant irrémédiablement la capacité de l'Allemagne à résister à l'offensive alliée. Les Ardennes, une région montagneuse couvrant des parties de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, était un terrain complexe, caractérisé par une végétation dense, des collines abruptes, des forêts sombres, des vallées profondes et de nombreux ruisseaux, le tout recouvert de couches épaisses de neige pendant l'hiver. Dans cette zone, l'armée des États-Unis était dispersée, affaiblie et démoralisée, après avoir subi de sévères défaites dans des opérations telles que l'opération Market Garden aux Pays-Bas et la bataille de la forêt de Hurtgen. De plus, les forces alliées se retrouvaient dans une situation logistique précaire, car les fournitures devaient parcourir de longues distances depuis les plages de Normandie, traversant toute la France et la Belgique, ce qui compliquait énormément l'approvisionnement. À la suite des échecs subis lors de la bataille de la forêt de Hurtgen, où les forces allemandes infligèrent de lourdes pertes à l'armée américaine, les Alliés se retrouvèrent avec des ressources limitées pour mener une action offensive. Face à cette situation, le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, Dwight D. Eisenhower, convoqua une réunion le 7 décembre 1944 à Maastricht. À cette conférence participèrent le maréchal britannique Bernard Montgomery, le maréchal de l'air Sir Arthur Tedder et le général américain Omar Nelson Bradley. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la possibilité d'une contre-offensive rapide contre le Troisième Reich afin de démontrer à l'opinion publique que les Alliés avaient encore la capacité de prendre l'initiative, surtout après les défaites subies à l'automne 1944. Cependant, l'offensive qui était initialement prévue pour janvier 1945 ne fut jamais lancée. Ironiquement, au lieu d'être les initiateurs de l'attaque, les Alliés se retrouvèrent à être les attaqués. Dans les semaines suivantes, les forces allemandes, sous la direction de Hitler, lancèrent une offensive surprise dans les Ardennes, une manœuvre totalement inattendue par les forces alliées. Cette offensive allemande changerait le cours des événements sur le front occidental et mettrait à l'épreuve la capacité des Alliés à réagir à une attaque aussi audacieuse et bien coordonnée. Dans les Ardennes, les forces américaines se trouvaient dans une position défensive vulnérable. Leur déploiement consistait en un réseau irrégulier de postes fortifiés et de tranchées, certains très proches des lignes allemandes, ce qui augmentait le risque d'être encerclés et de manquer de fournitures comme les munitions et le carburant. De plus, les tanks étaient dispersés en petites unités, ce qui les rendait moins efficaces face aux blindés allemands qui disposaient de modèles supérieurs comme le Tiger et le Panther. Bien que les Alliés aient la supériorité aérienne, leur technologie restait inférieure car il manquait d'avions à réaction et des chasseurs comme le P-51 Mustang et le P-47 Thunderbolt devaient opérer sans la protection nécessaire. Le déploiement des forces alliées dans les Ardennes était principalement sous la responsabilité du 1er armée américaine, commandée par le général Courtney Hodges, avec diverses divisions d'infanterie et blindés. George Patton, à la tête du 3e armée blindée, jouait également un rôle crucial dans la défense, mobilisant plusieurs divisions d'infanterie et blindés. De plus, le corps britannique était impliqué, avec des unités d'infanterie et de parachutistes, bien que leur présence fût plus limitée que celle des Américains. En tout, les Alliés concentrèrent 83 000 soldats, 242 chars, 394 canons et 1000 avions dans le secteur des Ardennes. Malgré ces ressources,
les forces alliées se virent rapidement dépassées par l'offensive allemande, affrontant des conditions extrêmes telles que le froid et le manque d'équipement adéquat. Le moral était bas à cause de la proximité des fêtes de Noël, ce qui affectait encore plus la disposition des soldats. Le froid extrême causa de nombreuses pertes par congélation avant même que la bataille ne commence, ce qui laissa les Alliés encore plus affaiblis sur ce terrain hostile. 16 décembre, le dernier coup dans les Ardennes. Dans l'aube du 16 décembre 1944, les forces allemandes lancèrent un bombardement féroce sur les Ardennes, avec plus de 1500 canons tirant des projectiles sur un front de 141 km couvrant les frontières du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Cette attaque fut suivie du lancement de missiles V1, V2 et Rheinbote, qui frappèrent les villes de Liège et d'Anvers, semant le chaos et la terreur parmi les civils. Le 5 corps américain, positionné en première ligne, se retrouva pris dans cet assaut dévastateur, sans possibilité de repousser l'attaque. Les soldats, piégés sous une pluie d'éclats, se réfugièrent comme ils pouvaient en creusant des trous dans la neige pour se protéger. La situation se compliqua encore davantage car les arbres dans la zone projetaient des éclats de bois lorsqu'ils étaient touchés par les explosifs, ce qui causa des blessures mortelles à de nombreux soldats qui ne purent échapper au bombardement. Une nouvelle ruse tactique ajouta à la confusion de la situation. Le long de la rivière Our, les Allemands utilisèrent de puissants projecteurs pour éclairer les nuages bas, créant une lueur artificielle qui éblouit les troupes américaines, les aveuglant momentanément. Cette tromperie visuelle, éclairant le ciel comme s'il était en plein jour, servit de signal pour que les forces allemandes commencent leur avancée. Alors que les lignes allemandes avançaient, 120 avions Junkers Ju-52 décollèrent, chargés de parachutistes, prêts à effectuer l'assaut aérien dans le cadre de l'opération Stösser. La 3e division parachutiste, sous le commandement du général August von der Heydt, fut le premier à sauter. Cependant, l'opération se révéla désorganisée, car en raison d'erreurs de navigation, de nombreux parachutistes atterrirent de manière dispersée dans les forêts environnantes, certains arrivant même aux Pays-Bas ou dans les environs d'Aix-la-Chapelle. Parmi les 1200 parachutistes largués, seulement environ 300 réussirent à atterrir près de Eupen et Malmedy, causant des désordres et des distractions dans les arrières américains. La 2e vague de parachutistes, sous le commandement d'Otto Skorzeny, fut plus réussie que la première. La 150e brigade Panzer spéciale, composée de commandos d'élite déguisés en uniformes américains et équipés de Jeeps Willys, de camions et de quelques tanks capturés, s'infiltra dans les lignes ennemies sans être détectée. Ces commandos semèrent le chaos en créant de la confusion et en endommageant le matériel américain. Skorzeny, avec 50 hommes à sa disposition cette nuit-là, détourna plusieurs unités américaines en changeant les panneaux de signalisation ou en plaçant des bandes rouges pour simuler des champs de mines. De plus, certains groupes prirent des ponts stratégiques sur la rivière Meuse, perturbant les routes vers Liège et Huy, ce qui mena une colonne entière de forces américaines sur un mauvais chemin. Profitant du même truc des fausses mines, un autre détachement américain ne put traverser un tunnel près de la rivière Escaut, tandis qu'à proximité de Malmedy, les commandos attaquaient un carrefour vital, coupant les communications. Sur les 40 jeeps qui réussirent à pénétrer les arrières, seulement 8 furent capturés, et leurs occupants furent exécutés pour avoir violé les lois de la Convention de Genève en portant l'uniforme ennemi. Cependant, l'impact de ces commandos fut dévastateur pour les Alliés car leur infiltration provoqua un chaos absolu. Les routes se bloquèrent rapidement, entraînant de grands embouteillages, tandis que les troupes alliées, confuses et obsédées par la capture des soi-disant infiltrés, arrêtèrent des centaines de soldats innocents. De plus, à chaque poste avancé, des tests étaient effectués sur la connaissance de l'histoire et de l'actualité des États-Unis, tandis que les forces allemandes continuaient leur avancée. D'un point de vue psychologique, l'utilisation de commandos déguisés en Américains fut un coup de maître. La même nuit, le quartier général de Dwight Eisenhower à Paris reçut des rapports confus en provenance des Ardennes. Les unités de Skorzeny, en générant la fausse croyance que des commandos allemands tenteraient d'assassiner Eisenhower à Paris et à Versailles, réussirent à désinformer les Alliés. Cette rumeur se propagea rapidement,
et par mesure de précaution, Eisenhower se confina dans son quartier général, tandis que des milliers de troupes américaines prenaient position à Versailles. En conséquence, Eisenhower se retrouva piégé par ses propres soldats pendant 10 jours, sans pouvoir communiquer correctement avec le front, ce qui donna aux Allemands un avantage stratégique considérable en interrompant les communications alliées. Une autre tactique utilisée pour distraire les Alliés fut le lancement de missiles Funk 2 par les forces allemandes vers les zones arrières en Belgique. Ces missiles, en raison de leur grande altitude et vitesse, ne pouvaient pas être interceptés par les radars alliés, ce qui leur permettait de causer des ravages sans avertissement préalable. Ce jour-là, les effets de ces projectiles furent dévastateurs, en particulier dans la ville d'Anvers, où l'une des attaques détruisit un cinéma, tuant 296 soldats américains et 271 civils qui s'y trouvaient. Avant l'aube du 16 décembre 1944, les forces du 5e armée panzer allemande entrèrent en contact avec les positions américaines. L'avancée fut si rapide et surprenante que de nombreux soldats américains, ne pouvant réagir à temps, se rendirent sans tirer un seul coup de feu. Des villages comme Marnac, Ossingen et Holzum tombèrent rapidement sous l'impulsion initiale des forces allemandes, rencontrant une résistance minimale qui fut facilement surmontée, sauf au passage du fleuve Our, où les Allemands rencontrèrent une faible résistance qui fut rapidement annihilée. Au nord, l'offensive s'intensifia lorsque la 6e armée Panzer, sous le commandement du général Sepp Dietrich, lança une violente attaque blindée contre la 99e division d'infanterie des États-Unis près de Höfen. Les troupes de la 1re division Panzer SS Leibstandart Adolf Hitler, en tête, furent les premières à entrer en collision avec les Américains. Les soldats américains, profitant de la couverture offerte par les forêts denses et les collines, résistèrent initialement et se replièrent dans un ordre relatif. Cela obligea les Allemands à recourir aux unités de Volksgrenadiers, composées principalement de jeunes et de personnes âgées, qui, armés des redoutés Panzerfaust, commencèrent à détruire les positions américaines, une après l'autre, dans les fosses de tir et les collines environnantes. Tout au long de la journée, le Kampfgruppe Piper, composé de 124 véhicules blindés et 2000 hommes, avança rapidement jusqu'à atteindre Losheim, un carrefour important. Cependant, l'accumulation massive de véhicules causa de graves embouteillages, empêchant les tanks de poursuivre leur marche aussi rapidement que prévu. L'effondrement du trafic fut causé par la 1re division SS Panzer Leibstandart et la 12e division Volksgrenadier, ce qui amena le commandant du groupe, Joachim Piper, à prendre une décision drastique. Fatigué de l'attente, Piper ordonna à ses forces de foncer sur les véhicules de la 12e division Volksgrenadier, sans se soucier des dommages qu'ils pouvaient causer. Les tanks avancèrent à travers les obstacles, se frayant un chemin jusqu'à ce que, conscient du danger, Piper choisisse de traverser un champ de mines allemand pour accélérer l'avancée. Bien que plusieurs véhicules aient été perdus, l'action permit de continuer l'avancée de l'armée allemande. À midi, les blindés de Piper rencontrèrent la 3e division parachutiste, qui avait été larguée dans la zone après avoir sauté depuis des avions. Les soldats aéroportés purent heureusement monter dans les tanks allemands, évitant de continuer à pied. En reprenant la marche, la colonne de Piper arriva dans la ville de Buchholz, où les défenseurs américains, sans se battre, se sont rendus. Après avoir pris Buchholz, le groupe de Piper s'est retrouvé face à un autre embouteillage, cette fois causé par une file de véhicules américains. Sans hésiter, Piper ordonna d'ouvrir le feu, détruisant tous les véhicules sans exception. Cette attaque détruisit la colonne de véhicules ennemis, empêchant les Américains de prévenir leurs troupes, ce qui leur permit de les surprendre à Honsfeld, où des centaines de prisonniers se rendirent à nouveau. Avec un enthousiasme inarrêtable, Piper poursuivit son avancée sur la route N23 et captura l'aérodrome de Bullingen, où il fit 50 autres prisonniers et confisqua un dépôt de carburant plein d'essence. Grâce à la prise de ce dépôt, les forces allemandes purent se ravitailler sans problème, ce qui leur donna un avantage significatif. Cette victoire logistique fut essentielle pour que Piper puisse avancer sans se soucier des approvisionnements. Grâce à ces tactiques audacieuses et rapides, Joachim Piper se fixa comme l'un des commandants les plus remarquables et réussis des forces Panzer pendant la Seconde Guerre mondiale. En fin d'après-midi, le 1er corps Panzer SS réussit à percer les défenses de la 99e division d'infanterie américaine,
l'écrasant avec ses forces blindées. Cette attaque créa une grande brèche dans le front, divisant le 5e corps américain en deux, ce qui leur fit perdre la communication avec les autres unités américaines déployées en Europe. Lorsque la nuit tomba, les restes de la 99e division tentèrent de reprendre le contrôle en lançant une offensive hors de leur position pour arrêter l'avancée ennemie près de Heinerscheid. Cependant, cet effort se solda par une perte inutile de vies humaines et la destruction de nombreux tanks Sherman. Après l'effondrement de leur ligne, la division commença à se replier, poursuivie sans relâche par les troupes allemandes, qui attaquèrent les forces en retraite avec de l'artillerie, semant le chaos parmi les soldats qui traversaient les forêts enneigées. Près de Lonsheim, en pleine nuit, les forces allemandes remportèrent une victoire importante en anéantissant le 14e groupe de cavalerie américain. En même temps, à Schnee-Eifel, elles éliminèrent toutes les unités d'artillerie américaines positionnées dans la région. Pas très loin de là, les avant-gardes allemandes frappèrent un autre coup décisif à Clairvaux, où se trouvait le quartier général américain dans un ancien château. Après un siège intense, les défenseurs ne purent résister, et un panzer écrasa la porte principale, permettant aux troupes allemandes de pénétrer dans le château, massacrant les soldats américains pris au piège à l'intérieur. À minuit, les informations que les Alliés recevaient à Paris étaient marquées par la confusion, notamment après la fausse alerte concernant la tentative d'assassinat d'Eisenhower. La seule chose confirmée était que les Allemands avaient lancé une attaque sur un front de plus de 100 km entre les Ardennes et le Luxembourg. Cependant, la réalité était bien plus grave que ce qui était rapporté. En seulement une journée, les Alliés avaient perdu près de 3 divisions et les forces allemandes avançaient à une vitesse impressionnante. La situation commençait à rappeler les tactiques de Blitzkrieg employées par les Allemands en mai 1940. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, les Alliés prirent des mesures urgentes pour tenter d'arrêter l'avancée allemande dans les Ardennes. Après que la 5e armée américaine fut coupée de toute communication, il fut ordonné depuis Paris d'envoyer des renforts immédiatement. Rapidement, la 106e division d'infanterie fut envoyée au sud pour sécuriser la route vers Saint-Vith, tandis que la 2e division d'infanterie fut déplacée pour renforcer le flanc de la déjà frappée 99e division d'infanterie. La vétéran 1re division d'infanterie, Big Red One, fut également mobilisée. Malheureusement, les renforts arrivèrent trop tard, car lorsque le 17 décembre se leva, les commandos de la 150e brigade Panzer spéciale de Skorzeny avaient déjà réussi à retarder les unités de secours. Sans protection, la 99e division fut embusquée à Elsenborn par la colonne de Peiper, subissant près de 3000 pertes entre morts, blessés et prisonniers. Ce matin-là, Peiper ordonna à sa colonne de continuer vers l'objectif suivant, Ligneville. En arrivant aux abords du village, un tank Sherman américain réussit à détruire un Panther allemand. Mais Peiper, qui avait repéré le tank ennemi, se précipita courageusement avec un Panzerfaust pour le détruire. Cependant, un tir d'un autre Panzer allemand réussit à détruire le Sherman en un seul impact. Après avoir pris Ligneville et éliminé les quelques tanks américains qui s'étaient cachés dans les arbres, la colonne de Peiper avança vers Bullingen, pénétrant de plus de 6 km dans les lignes américaines. Malgré les ordres de ne pas avancer trop loin et de laisser des troupes sur les flancs, Peiper désobéit et continua son avancée vers la rivière Meuse, anéantissant les unités dispersées de la 9e division blindée américaine. À la fin du 17 décembre, les Alliés comprirent la gravité de la situation. Eisenhower donna l'ordre immédiat de mobiliser les 82e et 101e divisions aéroportées, tandis qu'il choisit la 3e armée blindée de Patton pour venir en aide aux unités encerclées dans les Ardennes. Le principal inconvénient de cette manœuvre était que, en raison de la distance des forces de Patton par rapport au front, elles ne pouvaient pas arriver rapidement, ce qui signifiait que, pour l'instant, la seule option viable était de résister avec ce qui restait jusqu'à épuisement. Les renforts pour la 99e division d'infanterie américaine arrivèrent trop tard. Lorsque le 17 décembre se leva, les commandos de la 150e brigade Panzer spéciale de Skorzeny avaient déjà réussi à retarder les unités de secours en route. Cela permit à la division sans protection d'être embusquée à Elsenborn par les blindés de la colonne de Peiper, ce qui entraîna près de 3000 pertes entre morts, blessés et prisonniers. Ce matin-là,
Peiper ordonna à sa colonne de continuer sans s'arrêter vers Ligneville. En arrivant aux abords du village, un tank Sherman américain détruisit un Panther allemand, mais Peiper, qui avait localisé le tank ennemi avec ses jumelles, se lança courageusement vers lui avec un Panzerfaust pour le détruire. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, un tir d'un autre Panzer allemand toucha le Sherman en un seul coup. Après avoir pris Ligneville et détruit les quelques tanks américains qui s'étaient réfugiés dans les arbres, la colonne de Peiper avança vers Bullingen, pénétrant de plus de 6 km dans les lignes ennemies. Malgré les ordres de ne pas avancer plus loin et de laisser des troupes sur les flancs, Peiper désobéit et continua vers la rivière Meuse, éliminant les petites unités dispersées de la 9e division blindée américaine. À la fin de cette même journée, Eisenhower comprit la gravité de la situation. Il donna immédiatement l'ordre de mobiliser les 82e et 101e divisions aéroportées américaines et activa la 3e armée blindée de Patton pour venir en aide aux forces qui étaient en train d'être submergées dans les Ardennes. Le principal problème était que la distance entre les forces de Patton et le front était considérable, ce qui signifiait qu'il faudrait plusieurs jours avant qu'ils puissent arriver dans la zone de combat. Par conséquent, la seule option viable était de résister jusqu'à ce que les renforts puissent arriver. Malmedy et Chenogne, crime de guerre dans les Ardennes. Le 17 décembre 1944 est devenu un jour sombre pour les forces alliées, en particulier pour l'armée américaine, avec la découverte du terrible massacre de Malmedy, un acte de brutalité commis par des soldats de la Waffen-SS appartenant au groupe de combat Peiper. La tragédie s'est produite lorsque 84 prisonniers américains ont été exécutés froidement dans le petit village de Malmedy, en Belgique, à seulement quelques semaines du plein essor de l'offensive allemande dans les Ardennes. Les prisonniers avaient été capturés alors qu'ils étaient hors de combat, et sans un mot, ils ont été abattus par les troupes allemandes lors d'une exécution massive qui a laissé un impact profond sur les soldats alliés. La nouvelle du massacre de Malmedy s'est rapidement propagée et ses répercussions ont été immédiates. Les médias alliés ont pris cet événement comme un symbole de la cruauté des soldats allemands, et la nouvelle a été utilisée pour rappeler au monde pourquoi les forces alliées se battaient contre le Troisième Reich. De plus, les corps des victimes, retrouvés gelés dans la neige, ont été une preuve supplémentaire de la barbarie à laquelle étaient soumis les prisonniers de guerre, ce qui a suscité une indignation généralisée parmi les rangs américains. Le massacre lui-même n'était pas seulement un rappel de la haine viscérale entre les deux camps, mais mettait également en évidence la nature féroce de la bataille dans les Ardennes. À mesure que l'avancée allemande s'intensifiait et que les forces américaines étaient submergées, les sentiments de vengeance et de désespoir grandissaient rapidement parmi les soldats alliés. Bien que le massacre de Malmedy soit devenu un symbole des atrocités commises par les troupes allemandes, ce que beaucoup ignoraient à l'époque, c'est que ce crime n'était pas un acte isolé. Dans les semaines qui ont suivi la tragédie, les Alliés découvriront que les Américains avaient également commis des crimes de guerre en représailles aux atrocités allemandes. Le massacre de Chenogne, un autre épisode sombre de la bataille des Ardennes, révèle un aspect souvent négligé dans l'histoire des crimes de guerre commis par les Alliés. Bien que le massacre de Malmedy ait été largement diffusé et condamné, l'exécution de prisonniers allemands à Chenogne est restée cachée pendant longtemps. Ce massacre, qui a eu lieu en janvier 1945, était une réplique directe des crimes commis à Malmedy, où un nombre important de prisonniers allemands ont été exécutés par des soldats américains, de manière similaire à ce qui s'était passé avec les prisonniers américains à Malmedy. Cependant, contrairement au massacre de Malmedy, les événements de Chenogne ont été gardés secrets pendant des années, en grande partie à cause du manque de témoignages de survivants et du refus des hauts commandements américains d'enquêter ou de reconnaître l'incident. Le massacre de Chenogne s'est produit lorsque 70 à 80 prisonniers allemands ont été froidement assassinés par des soldats de la 11e division blindée américaine près du village belge de Chenogne, situé à environ 75 km de Malmedy. Contrairement à ce qui s'est passé à Malmedy, où certains prisonniers ont réussi à s'échapper et à informer par la suite de la tragédie, à Chenogne, il n'y a eu aucun survivant. Les prisonniers ont été alignés sur la route, sous les yeux des troupes américaines, et ont été exécutés sans pitié par des mitrailleuses. Les détails du massacre étaient si horrifiants que même les soldats américains ayant participé à l'attaque se sont sentis mal à l'aise de ce qui s'était passé.
bien que peu d'entre eux aient osé en parler à l'époque. Le contexte du massacre est crucial pour comprendre l'atmosphère d'animosité et de vengeance qui imprégnait les lignes de front à ce moment-là. La nouvelle de Malmedy s'était propagée comme une traînée de poudre, et le désir de vengeance avait envahi de nombreux soldats américains, qui voyaient dans ces prisonniers allemands un moyen de décharger la douleur et la colère accumulées après la perte de leurs camarades. Bien qu'il n'y ait pas eu d'ordres officiels pour exécuter les prisonniers, l'attitude générale était qu'après ce qui s'était passé à Malmedy, il ne fallait montrer aucune clémence envers les soldats allemands capturés. Les témoignages de certains des impliqués, comme le caporal John Feig, qui était présent lors du massacre, confirment qu'il y avait une intention claire de punir les Allemands pour les crimes commis précédemment, indépendamment des conséquences juridiques ou morales de telles actions. Bien que le massacre de Chenogne n'ait jamais reçu la même attention médiatique que celui de Malmedy, son impact fut profond. La dissimulation de ce crime, en grande partie en raison du refus des autorités américaines de l'enquêter, a laissé une blessure ouverte qui, pendant de nombreuses années, est restée cachée sous le poids de l'histoire officielle. Cependant, au fil du temps et grâce aux recherches historiques menées par des auteurs comme Anthony Beevor et Christer Bergström, la vérité sur ce qui s'est passé à Chenogne a commencé à émerger. Ces recherches ont révélé les détails effrayants de ce qui s'est passé et ont défié la narration officielle. Traditionnellement, les crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale se concentraient exclusivement sur les atrocités commises par les forces de l'Axe. La dernière forteresse, la résistance héroïque de Saint-Vith dans les Ardennes. La lutte pour Saint-Vith a commencé dans les premières heures du 18 décembre 1944, lorsque la 62e division Volksgrenadier lança une attaque féroce contre la ville, située près de la rivière Our, où les forces américaines étaient positionnées le long de la ligne Monchaux-Elsenberg. À ce moment-là, les Allemands avaient avancé leur ligne jusqu'à être à seulement 500 mètres de l'objectif, et après avoir détruit 3 chars Sherman, ils réussirent à prendre le contrôle des collines proches du moulin Walrod. Avec la domination de cette position clé, les forces allemandes surpassèrent rapidement les troupes américaines, détruisant 4 de leurs chars et les forçant à se replier vers le centre de Saint-Vith, où ils espéraient se réorganiser pour résister à une offensive prolongée. À plusieurs kilomètres de Saint-Vith, la colonne de Kampfgruppe Peiper poursuivit sa marche à l'aube, battant sans difficulté les forces américaines à Stavelot et détruisant complètement la ville. Ensuite, leurs troupes avancèrent rapidement vers 3 ponts, où leur progression fut temporairement stoppée lorsqu'un petit groupe de 13 ingénieurs américains, dirigé par le sergent Charles Hensel, fit sauter le pont sur la rivière Amblève. Face à cet obstacle, Peiper opta pour un changement de route et se dirigea vers la Gleise. Mais l'après-midi, une escadrille de P-51 Mustang localisa la colonne allemande et détruisit 10 de leurs chars. Après ce coup, les forces allemandes furent attaquées par des unités américaines retardataires à Stavelot, ce qui força Peiper à changer à nouveau de direction. Curieusement, à seulement 500 mètres du même Stavelot, les Allemands passèrent à côté d'un dépôt de 11 millions de tonnes de carburant qui, s'il avait été découvert, leur aurait fourni le carburant nécessaire pour poursuivre leur avancée vers la Belgique. À la suite de cette menace et en raison de la proximité du Kampfgruppe Peiper du quartier général de Spa, les Américains décidèrent d'évacuer partiellement vers l'intérieur de la Belgique, après avoir appris que les avant-gardes blindées allemandes avaient sécurisé les rives de la rivière Lienne et le village de Habiemont. Dans la nuit du 18 décembre, la 9e division blindée américaine se confronta à la 2e division Panzer, perdant tous ses chars un après l'autre. Cette défaite laissa le chemin libre vers Bastogne, ce qui permit aux 5e armée Panzer de progresser toute la nuit, se trouvant face à la 101e division aéroportée américaine, dont les parachutistes, malgré les circonstances difficiles, réussirent à freiner l'avancée allemande près de Bastogne. Cependant, la bravoure des parachutistes a eu un prix élevé, car ils ont perdu un régiment entier dans le processus. Dans les premières heures du 19 décembre, les forces allemandes prirent le contrôle de Schnee-Eifel, tandis que les 3 divisions qui avaient attaqué Saint-Vith anéantirent 2 régiments d'infanterie américains. En même temps, le Kampfgruppe Peiper, au nord, occupa la ville de Stoumont, capturant 284 prisonniers américains et détruisant plusieurs chars Sherman, ainsi qu'un canon antiaérien M3.
bien que les Allemands n'aient perdu que 3 chars Panther dans le processus. Pendant plus de 3 jours de combats intenses, Liège et Anvers furent la cible d'une pluie de missiles V1 et V2, ce qui sema la panique et le chaos tant parmi les civils que parmi les forces alliées d'occupation. L'aérodrome de Deurne, vital pour les Alliés, subit également plusieurs attaques avec ces missiles. Les bases et rampes de lancement, stratégiquement placées dans les forêts des Ardennes, étaient bien camouflées et difficiles à localiser depuis les airs, ce qui rendait les attaques encore plus efficaces. Ces bombardements causèrent de nombreuses victimes, principalement des civils belges, et perturbèrent les lignes de ravitaillement et de mouvement des forces alliées. Le 20 décembre, en raison de la grave pénurie de carburant, le Kampfgruppe Peiper fut contraint de s'arrêter complètement, ce qui permettait à la 82e division aéroportée américaine de se retirer vers l'intérieur de Saint-Vith avec les dernières forces blindées. Cependant, les Alliés n'eurent que peu de temps pour se réorganiser avant que, le 21 décembre, les Allemands lancent une attaque depuis le nord-ouest contre Saint-Vith. Après avoir vaincu 3 chars M10, ils prirent la position de Breitfeld et avancèrent vers l'entrée de la ville, où les grenadiers allemands, armés de Panzerfaust, détruisirent 5 chars Sherman. Ce revers força les Américains à réduire leur périmètre défensif à une étroite bande dans les ruines de Saint-Vith. Plus au sud, à Schönberg, la 18e division Volksgrenadier anéantit les derniers vestiges de la 106e division d'infanterie américaine près du mont Schnee-Eifel. Plus de 10 000 prisonniers américains furent capturés alors qu'ils sortaient des forêts, se rendant les mains en l'air. Cette défaite marqua un tournant critique dans l'offensive, devenant l'une des plus grandes humiliations tactiques pour l'armée américaine pendant la guerre. Après plusieurs tentatives infructueuses, les 22 et 23 décembre, les chars King Tiger et Panther lancèrent une attaque directe contre Saint-Vith, détruisant les derniers Sherman américains. Pendant l'assaut, de nombreux conducteurs de chars américains, craignant d'être touchés par le feu ennemi et de mourir brûlés, abandonnèrent rapidement leurs véhicules et rejoignirent les rangs de l'infanterie en retraite. Cependant, certains conducteurs. Ils décidèrent de faire face à la situation avec courage, se lançant dans des charges suicides. Un exemple en fut un groupe de 5 Sherman qui tentèrent d'attaquer un peloton de 6 Stug sur une colline escarpée. Cependant, les obus allemands réduisirent rapidement les Sherman, les incendiant avec facilité. Grâce à ces manœuvres réussies, la matinée du 23 décembre vit l'effondrement de la dernière résistance américaine dans le secteur ouest de la ville, permettant ainsi aux forces allemandes d'entrer dans Saint-Vith. Cette victoire eut un prix élevé pour les forces alliées. La 7e division blindée américaine fut complètement anéantie, et la 9e division blindée subit de lourdes pertes, les rares survivants de cette dernière unité étant contraints de fuir vers la rivière Salm, bien qu'ils n'aient pas réussi à s'échapper avant que les forces allemandes ne prennent possession de la rive. Jusqu'à ce moment-là, la bataille de Saint-Vith représenta une catastrophe pour l'armée américaine, qui subit une défaite dévastatrice. Les pertes furent énormes, avec 14 000 soldats tombés, dont 3 397 morts et blessés, et 10 000 prisonniers capturés. De plus, 140 chars furent détruits, ainsi que de nombreux véhicules et pièces d'artillerie. D'autre part, les forces allemandes connurent seulement 2 800 pertes, un nombre relativement faible comparé à celui de leurs opposants, ce qui signifia une victoire décisive pour la Wehrmacht. Curieusement, non seulement les soldats allemands célébrèrent la victoire, mais aussi la population de Saint-Vith, majoritairement allemande, qui accrocha des drapeaux avec la croix gammée à leurs fenêtres et balcons pour exprimer leur soutien. Avec la chute de Saint-Vith, la ville de Bastogne se retrouva complètement isolée, piégeant à l'intérieur la 101e division aéroportée américaine. Bastogne devint le dernier obstacle entre les forces allemandes et la rivière Meuse, juste au moment où la 3e armée de George Patton commençait son avancée vers la ville. Bastogne serait l'endroit où le futur de la campagne des Ardennes se déciderait. Bastogne, la dernière forteresse dans les Ardennes. Bastogne, une petite ville de seulement 3500 habitants, est devenue le cœur stratégique des Ardennes en raison de sa position de carrefour menant à plusieurs régions clés de la Belgique. Curieusement, seulement 5 ans auparavant, en mai 1940, Bastogne était tombée aux mains de la Wehrmacht après avoir été envahie par les forces allemandes, moins de 24 heures
après le début de la Seconde Guerre mondiale. Un détail symbolique de cette première attaque fut la mort du soldat Émile Caddy, du 2e régiment des chasseurs ardennais, originaire de la région, qui devint le premier soldat belge tué dans la guerre. Maintenant, en 1944, la Wehrmacht revenait dans la ville, cette fois avec le 47e corps allemand. Mais les circonstances avaient changé, et les Allemands allaient rencontrer une résistance bien plus féroce. Piégée derrière les lignes ennemies, la 101e division aéroportée américaine, commandée par Anthony McAuliffe, qui avait récemment remplacé Maxwell Taylor, se trouvait dans une situation désespérée à Bastogne. L'administration de la ville, pendant ce siège, fut partagée entre les parachutistes américains et le maire local, un modeste professeur d'école, Léon Jacquemin. Pour survivre au siège, les civils belges et les soldats américains dépendaient de 200 grammes de pain par jour et de 2 tonnes de biscuits fournis par l'organisation de secours divers. Malgré les difficultés, les assiégés bénéficièrent de 2 facteurs inattendus que les Allemands n'avaient pas anticipés. D'une part, les paysans des environs réussirent à envoyer du bétail en ville, permettant ainsi d'avoir de la viande fraîche. De plus, les rations K des Américains, qui étaient abondantes, purent être distribuées entre les soldats et la population civile. Cependant, bien que les provisions et la solidarité des villageois aient aidé à soutenir les assiégés, la vie à l'intérieur de Bastogne n'était pas facile. Pendant les jours du siège, les Américains et les civils traversèrent une série de privations, faisant face à la faim, au froid extrême, au manque de sommeil, à diverses maladies et aux bombardements allemands constants. Les conditions étaient extrêmement dures, mais la détermination de résister dans cette petite ville maintint le moral des défenseurs qui étaient décidés à ne pas céder à la pression allemande. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, les forces allemandes commencèrent leur offensive avec un violent bombardement d'artillerie, suivi d'une attaque d'infanterie lancée contre les flancs ouest et sud de Bastogne, dans les forêts qui entourèrent la ville. Les soldats américains, équipés seulement d'armes à courte portée, réussirent à résister à la première vague d'assaut allemande, se cachant parmi les arbres ou dans des tranchées creusées dans la neige. À mesure que la nuit avançait, la Luftwaffe et l'artillerie lourde allemande intensifièrent leurs attaques, bombardant Bastogne jusqu'à l'aube. Cependant, lorsque l'infanterie allemande et plusieurs chars lancèrent leur 2e assaut en descendant vers la ville, ils furent arrêtés par les courageux défenseurs qui détruisirent de nombreux blindés allemands sur le terrain. À 11h30 le 23 décembre, après avoir tiré leurs 6 derniers obus depuis la batterie allemande du tunnel de Kottenbach, 4 émissaires allemands avec un drapeau blanc demandèrent à rencontrer le général de la 101e division aéroportée, McAuliffe. Pendant la réunion, les parlementaires présentèrent une offre de reddition, promettant un traitement honorable selon la Convention de Genève. Cependant, McAuliffe rejeta la proposition, écrivant une réponse sur un bout de papier que les émissaires remirent à von Manteuffel, Nuts, des clous. Le 24 décembre, une journée ensoleillée inattendue surprit les Allemands. Ce changement dans les conditions météorologiques permit à l'aviation alliée de décoller. Piégée derrière les lignes ennemies, la 101e division aéroportée américaine, commandée par Anthony McAuliffe, qui avait récemment remplacé Maxwell Taylor, se trouvait dans une situation désespérée à Bastogne. L'administration de la ville, pendant ce siège, fut partagée entre les parachutistes américains et le maire local, un modeste professeur d'école, Léon Jacquemin. Pour survivre au siège, les civils belges et les soldats américains dépendaient de 200 grammes de pain par jour et de 2 tonnes de biscuits fournis par l'organisation de secours divers. Malgré les difficultés, les assiégés bénéficièrent de 2 facteurs inattendus que les Allemands n'avaient pas anticipés. D'une part, les paysans des environs réussirent à envoyer du bétail en ville, permettant ainsi d'avoir de la viande fraîche. De plus, les rations K des Américains, qui étaient abondantes, purent être distribuées entre les soldats et la population civile. Cependant, bien que les provisions et la solidarité des villageois aient aidé à soutenir les assiégés, la vie à l'intérieur de Bastogne n'était pas facile. Pendant les jours du siège, les Américains et les civils traversèrent une série de privations, faisant face à la faim, au froid extrême, au manque de sommeil, à diverses maladies et aux bombardements allemands constants. Les conditions étaient extrêmement dures, mais la détermination de résister dans cette petite ville maintint le moral des défenseurs qui étaient décidés à ne pas céder à la pression allemande.
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, les forces allemandes commencèrent leur offensive avec un violent bombardement d'artillerie, suivi d'une attaque d'infanterie lancée contre les flancs ouest et sud de Bastogne, dans les forêts qui entourèrent la ville. Les soldats américains, équipés seulement d'armes à courte portée, réussirent à résister à la première vague d'assaut allemande, se cachant parmi les arbres ou dans des tranchées creusées dans la neige. À mesure que la nuit avançait, la Luftwaffe et l'artillerie lourde allemande intensifièrent leurs attaques, bombardant Bastogne jusqu'à l'aube. Cependant, lorsque l'infanterie allemande et plusieurs chars lancèrent leur deuxième assaut en descendant vers la ville, ils furent arrêtés par les courageux défenseurs, qui détruisirent de nombreux blindés allemands sur le terrain. À 11h30, le 23 décembre, après avoir tiré leurs 6 derniers obus depuis la batterie allemande du tunnel de Kautenbach, 4 émissaires allemands avec un drapeau blanc demandèrent à rencontrer le général de la 101e division aéroportée, Macauliffe. Pendant la réunion, les parlementaires présentèrent une offre de reddition, promettant un traitement honorable selon la Convention de Genève. Cependant, Macauliffe rejeta la proposition, écrivant une réponse sur un bout de papier que les émissaires remirent à von Manteuffel. Note : des clous. Le 24 décembre, une journée ensoleillée inattendue surprit les Allemands. Ce changement dans les conditions météorologiques permit à l'aviation alliée de décoller, en attaquant les lignes d'approvisionnement allemandes et en détruisant des véhicules et des chars sur les routes avoisinantes. Dans le même temps, les avions C-47 Dakota des États-Unis effectuèrent plus de 3000 vols pour parachuter des fournitures et des munitions aux forces de la 101e division aéroportée, piégées dans la ville. Grâce à ces ravitaillements, les soldats américains purent célébrer la veille de Noël, partageant des rations alimentaires et profitant des petits cadeaux de Noël qui leur avaient été envoyés depuis les airs. Le 25 décembre, jour de Noël, l'aveu armée Panzer relança son attaque contre Bastogne, ignorant l'avance prévue vers la Meuse. Cependant, les soldats allemands furent bientôt surpris par le feu nourri de l'artillerie américaine et des bazookas qui incendièrent les chars Panzer s'approchant de la ville. Pendant ce temps, les forces d'infanterie allemandes subirent également de lourdes attaques des mitrailleuses américaines, bien que les troupes allemandes réussirent à pénétrer dans certaines rues de Bastogne. La résistance américaine les repoussa, causant la destruction de plusieurs chars ennemis. En représailles pour cette défense acharnée, pendant la nuit, la Luftwaffe mena un intense bombardement sur la ville, faisant de nombreuses victimes parmi les soldats ainsi que parmi la population civile. Pendant que la bataille de Bastogne se poursuivait, d'autres fronts dans les Ardennes furent également le théâtre de combats intenses. La 6e armée Panzer continua sa progression à travers les forêts, réussissant à prendre La Roche. Simultanément, le 26 décembre, la 2e division Panzer captura les villes de Rochefort et Celles, situées à une courte distance de la Meuse, juste avant que les chars allemands ne tombent à court de carburant. Le point le plus avancé des forces allemandes fut Foy-Notre-Dame, marquant une progression de 100 km à l'intérieur de la Belgique, une avancée qui ne fut pas surpassée. Malgré ce progrès allemand, les troupes du 1er armée américaine opposèrent une résistance féroce, réussissant à stopper l'avancée de la Wehrmacht à des endroits comme Fréthur, Manet, Hotten, Marche, Granmenil, Oufalise, Boring et aux abords de Dinant. En conséquence de cette défense acharnée, les Américains détruisirent 86 chars allemands, 83 canons et 280 camions. Pendant ce temps, la colonne de Peiper, avançant de manière indépendante, n'eut pas plus de chance. Ses forces furent encerclées à la glaise après avoir subi de lourdes pertes. Cependant, grâce à sa tactique astucieuse, Peiper réussit à ouvrir une brèche dans les lignes ennemies et permit à ses forces de s'échapper, retournant sur le territoire allemand. Malgré cet échappatoire, les pertes furent dévastatrices. 36 chars, dont 15 Panther, 8 Stug, 7 King Tigers et 6 Panzer IV, 70 semi-chenillés Hanomag, 12 véhicules blindés SDKFZ, 5 canons anti-aériens de 20 mm, un canon Flak 88, 6 mortiers de 120 mm et 888 pertes humaines entre morts, blessés et prisonniers. La 3e armée blindée de Patton avança rapidement vers Bastogne, traversant tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin, y compris des troupes et des blindés allemands, avec une grande célérité. Cependant,
Sa progression fut ralentie par des barricades et des obstacles placés par les ingénieurs allemands, qui firent exploser des arbres et d'autres obstacles dans une tentative de freiner leur avance. De plus, les embuscades des parachutistes allemands, comme celle qui eut lieu à la ferme de Chaumont, coûtèrent aux Américains 11 chars Sherman détruits et 65 soldats tués. Malgré ces difficultés, l'avancée de Patton eut un effet moral positif sur les assiégés, car à midi le 23 décembre, certaines unités de la 101e division aéroportée sortirent de leurs abris en apprenant que les forces de Patton approchaient. Tandis que les parachutistes résistaient à l'attaque allemande, les forces de Patton contournèrent l'encerclement depuis le sud, ouvrant le feu avec leurs chars et forçant les Allemands à se retirer. Bien que les troupes de Patton réussirent finalement à briser l'encerclement à 16h50 le 31 décembre, la bataille de Bastogne se poursuivit au cours des jours suivants. Entre le 27 et le 30 décembre, des affrontements eurent lieu aux alentours de la ville, y compris une féroce bataille blindée entre 50 chars Panzer IV et 350 chars Sherman américains, qui se termina par une victoire allemande, bien que la supériorité numérique des Américains commença bientôt à devenir évidente. La Wehrmacht, qui résistait encore à certains points, subit de lourdes pertes, avec 30 chars Sherman détruits, et une usure continue qui réduisit les armées allemandes à une situation insoutenable. L'aviation alliée joua également un rôle clé, détruisant une grande partie des colonnes allemandes tant à Bastogne qu'ailleurs dans les Ardennes, tandis que les guérilleros de la résistance belge et luxembourgeoise contribuèrent par des sabotages efficaces pour ralentir les avancées allemandes. Frustré par l'échec de l'offensive allemande, Hitler, depuis Berlin, ordonna une retraite générale vers la ligne Siegfried. Le 31 décembre, l'armée américaine reprit le contrôle total de Bastogne et d'un tiers des Ardennes. Cependant, les Allemands avaient encore un plan de contingence prêt au cas où le Opération Wacht am Rhein échouerait, connu sous le nom de Opération Bodenplatte, qui serait menée en secret. L'offensive des Ardennes et les opérations auxiliaires qui l'accompagnèrent coûtèrent à l'Allemagne 80 000 hommes et épuisèrent une part significative des réserves de carburant du pays, qui étaient déjà à des niveaux très bas. Hitler refusa d'accepter que la bataille des Ardennes soit un échec comparable à la Kaiserschlacht, la dernière grande offensive allemande de la Première Guerre mondiale, et Opération Bodenplatte, le dernier souffle aérien du Troisième Reich. L'opération Bodenplatte fut une mesure extrême conçue par Hitler au cas où l'offensive dans les Ardennes échouerait. Alors que les forces allemandes, tant de la Wehrmacht que des Waffen-SS, fortifiaient leur position à l'est des Ardennes, en prévision d'une future contre-offensive, la Luftwaffe se chargeait de mener une attaque aérienne décisive. L'objectif principal de cette opération était d'anéantir les forces aériennes alliées dans la région, couvrant la Belgique, les Pays-Bas et le nord de la France, pour ensuite concentrer les efforts sur l'élimination des forces terrestres ennemies. Pour mener à bien l'opération, plusieurs aérodromes furent établis en Allemagne, depuis lesquels décolleraient les appareils de la Luftwaffe. Le but était de porter un coup fatal à l'aviation alliée dans les régions mentionnées, neutralisant ainsi sa capacité de réaction et exposant les positions terrestres ennemies. De leur côté, les Alliés disposaient également d'aérodromes stratégiques en Belgique, en France et aux Pays-Bas, qui seraient attaqués afin de freiner leurs mouvements. L'opération, dont le but était de changer le cours de la guerre, devint un effort désespéré pour inverser le conflit aérien et terrestre en Europe. Dans la nuit du 31 décembre 1944, les pilotes de la Luftwaffe reçurent des instructions strictes avant le déclenchement de l'opération Bodenplatte. On leur ordonna d'éviter les célébrations du Nouvel An, de s'abstenir de consommer de l'alcool et de se reposer tôt afin d'être prêts pour la mission du lendemain. Le matin suivant, le 1er janvier 1945, l'ordre connu sous le nom de Ordre Hermann, en référence à l'ancienne victoire germanique dans la forêt de Teutobourg en l'an 9 après JIC, fut émis. Cet ordre marquait le début d'une attaque aérienne massive. À l'aube, plus de 900 avions de la Luftwaffe décollèrent d'Allemagne et se dirigèrent vers la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, avec pour mission de détruire les forces aériennes alliées dans la région. À Helmond, en raison d'une erreur de navigation, les Allemands attaquèrent un aérodrome vide et perdirent 27 avions. À Eindhoven, ils détruisirent 110 avions alliés
ne perdant que 15 des leurs. À Gilsenrigen, les réacteurs allemands Arado AR-234 et Messerschmitt 262 attaquèrent sans causer de graves dommages. L'opération se solda par une victoire tactique pour les Allemands, bien que la Luftwaffe subit également des pertes significatives dans le processus. L'opération Bodenplatte aboutit à une victoire tactique pour l'Allemagne, mais représenta une grave défaite sur le plan stratégique. Bien qu'elle infligea des pertes importantes aux Alliés, détruisant le double d'avions par rapport aux pertes allemandes, la Luftwaffe ne put remplacer ces pertes en raison de la pénurie d'aéronefs et de pilotes. Bien que l'opération provoqua une diminution temporaire du nombre de vols alliés, la capacité industrielle des Alliés leur permit de récupérer rapidement leur suprématie aérienne à partir de la mi-janvier 1945. Lors de l'attaque, les Alliés subirent la perte de 465 avions et 190 autres furent endommagés, avec la destruction totale de 4 aérodromes et des dommages graves à 10 autres, ainsi que la destruction de 48 chars. En comparaison, l'Allemagne perdit 275 avions et 69 furent endommagés, ce qui fit que l'opération, bien que couronnée de succès à court terme, n'eut pas d'impact stratégique durable. Après la fin de l'opération Bodenplatte, les forces allemandes tentèrent de résister dans les Ardennes, menant des escarmouches mineures sans parvenir à des avancées significatives. Pendant ce temps, les forces américaines se concentrèrent sur le démantèlement des rampes de lancement des missiles V1 et V2 qui avaient été utilisés pour bombarder des villes comme Londres, Liège et Anvers. L'arrivée du 30e corps britannique fut décisive pour faire pencher la balance en faveur des Alliés, consolidant ainsi leur avantage dans la région. À mesure que janvier 1945 progressait, la bataille devint ce que l'on appelle la bataille des Ardennes, au cours de laquelle l'armée américaine prit l'initiative et commença à repousser les Allemands vers leurs frontières. Les forces allemandes subirent de lourdes pertes et furent contraintes de retirer certaines unités, comme la 6e armée Panzer, envoyée sur le front de l'Est pour faire face à l'offensive soviétique en Hongrie. Malgré la pression croissante, l'armée allemande continua d'offrir une résistance acharnée. Par exemple, le 2 janvier, 2 chars King Tiger détruisirent 22 chars Sherman américains entre Arloncourt et Magerais. Le lendemain, le 3 janvier, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend causa la destruction de 48 chars Sherman sur la route menant à Bastogne. Cependant, le 4 janvier, la 3e armée de Patton subit l'un de ses plus grands revers lorsque 20 chars allemands détruisirent 16 chars Sherman et causèrent 475 pertes, entre morts et prisonniers. Bizory représenta la dernière victoire significative pour les forces allemandes lors de la bataille des Ardennes, lorsque les divisions Volksgrenadier 26e et 340e réussirent à prendre le village et à repousser les troupes américaines à plus de 2 km de leur position. Cependant, cette victoire fut de courte durée car la contre-offensive américaine débuta rapidement le même jour, permettant la libération de Barak, de Fréthur et Samré. À partir de ce moment, les forces alliées avancèrent rapidement, reprenant bras et perçant les lignes allemandes à travers le défilé d'Andenwald le 15 janvier. Par la suite, Houffalize tomba le 17, la rivière Sûre fut franchie le 18, et Born et Uningen furent occupés le 20. La reconquête de Saint-Vith et Trois-Ponts eut lieu le 23, suivie d'une incursion à Heinrichsheide le 24, et de l'entrée à Wallerode et Weiswampach le 25, avant la prise de Prüm le 27. Compte tenu du fait que les forces de l'Axe comprirent qu'il était pratiquement impossible de se remettre de la défaite dans les Ardennes, et face au danger de se retrouver piégés avant d'atteindre le Rhin, l'OKW, haut commandement allemand, avec l'autorisation d'Adolf Hitler, ordonna une retraite générale vers les positions initiales de l'offensive lancée le 16 décembre 1944. Ainsi, la majorité des forces allemandes et des Waffen-SS se replièrent sur les frontières de 1944, sauvant une grande partie de leurs effectifs dans le processus. Le 28 janvier 1945, l'armée allemande abandonna complètement la Belgique et le Luxembourg, marquant la fin de la bataille des Ardennes.